Alors bonjour tout le monde, c'est toujours un réel plaisir de faire partie de cette communauté de médecins de famille, de médecins généralistes, qui constitue le premier plan de prise en charge des patients, aussi bien dans le cadre de la prévention primaire que de la prévention secondaire. Donc, comme l'a très bien introduit mon collègue, on va attaquer les accidents vasculaires cérébro-ischémiques qui sont maintenant une des premières causes d'handicap moteur chez l'adulte, mais aussi une des premières causes de mortalité chez l'adulte. Donc, c'est un vrai problème de santé publique et en fait, avec le temps, on a commencé à avoir beaucoup de malades, aussi bien dans la catégorie des sujets âgés, mais aussi dans la catégorie des sujets jeunes aussi. Donc, on a eu un rajeunissement en fait des patients qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, je vous apprends rien, c'est la première cause de mortalité chez la femme, donc la première cause d'handicap chez l'adulte, quand on vient de préciser, et ça va consommer 3% des dépenses de santé publique. Donc c'est quand même en fait un fardeau sur le plan socio-économique, avec des répercussions, surtout si ça touche en fait un père de famille, une mère qui justement en fait prend en charge sa petite famille et qui va se retrouver sans emploi avec des séquelles neurologiques assez importantes. Donc en moyenne, en fait, on n'a malheureusement pas d'études d'incidence et de prévalence au Maroc. La seule étude qui a été faite, c'était en 2008 sur l'axe Rabat-Casa, qui a trouvé une prévalence qui est quand même assez élevée, mais qui est vraiment biaisée parce qu'il y a eu une sélection de patients dès le départ. Donc, on est en train justement de revoir, afin d'avoir un registre propre au Maroc pour avoir vraiment des chiffres qui sont précis. Donc, ce qui a été relaté par la littérature, c'est qu'il y a pratiquement 795 000 AVC par an. Pour avoir un peu le chiffre, pour sentir le chiffre, on va se dire qu'en moyenne aux États-Unis, on a un AVC toutes les 40 secondes. Vous voyez qu'en fait, finalement, on aurait beaucoup. Alors, 87% des AVC, ils sont attribués à des facteurs de risque cardiovasculaire sur lesquels nous, médecins, on peut justement intervenir et on peut prévenir justement la survenue de cet AVC ischémique, notamment justement, on jugule l'hypertension artérielle, on la traite, on sensibilise les patients par rapport à la sédentarité, par rapport au régime, les patients diabétiques par rapport à la prise de leur traitement et l'adhérence, bien sûr, au traitement médical qui a été fait. Donc, comme je vous ai dit, malheureusement, on n'a pas de données. Je n'ai pas de souris, mais bon, on n'a pas de données en fait par rapport à la prévalence au niveau du Maroc, bien sûr, même au niveau des pays arabes. Mais bon, vous voyez que la prévalence est beaucoup élevée dans les pays de l'Est. Et donc ça, c'est probablement dû à la nature en fait de mode de vie, etc., qui est un peu à l'occidental. Donc, les AVC ischémiques, dans 80% des cas, les accidents vasculaires cérébraux sont 80% des cas sont ischémiques. Donc, majoritairement parlant, quand le patient vient vous voir pour des déficits moteurs, dans 80%, c'est un AVC ischémique. Mais dans les 20% qui restent, c'est des AVC hémorragiques. Donc, dans l'AVC ischémique, ils sont soit lacunaires ou pas lacunaires. Quand on dit lacunaire, ça veut dire que c'est des petits AVC. Finalement, j'ai eu ma petite souris. Donc, c'est des petites lacunes, c'est des petits vaisseaux qui sont bouchés. Et ça, c'est vraiment spécifique des maladies des petites artères qu'on retrouve surtout chez les patients qui ont une hypertension artérielle. Donc, à chaque fois, on aura une hypertension artérielle. Soit le patient va vous faire des petits AVC lacunaires, qu'on vient de le voir. Sinon, s'il fait des pics hypertensifs de manière assez fréquente et assez élevée, là, on va balancer vers l'AVC hémorragique et vous allez avoir des hématomes. Et les hématomes, leur localisation, elle va être profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être beaucoup plus vers les noyaux, ici, en profondeur. Ça veut dire que même le neurochirurgien, si vous l'appelez, il ne pourra rien faire. Il va falloir juste juguler la tension artérielle, la faire baisser, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'extension, bien sûr, de l'hémorragie. Donc, une fois qu'on voit l'imagerie cérébrale, parce qu'il va falloir la demander, quand vous avez un AVC, un patient qui se présente pour un déficit moteur, vous n'êtes jamais sûr. Est-ce que c'est un AVC ischémique ou un AVC hémorragique? On disait que si le patient se présente avec un déficit moteur, avec des céphalées, etc., on pencherait beaucoup plus vers l'AVC hémorragique. Mais ne faites jamais l'erreur de mettre en fait des antiagrégants plaquettaires juste comme ça, parce que bon, il n'y a pas de céphalée, il n'y a pas de tension artérielle qui est élevée. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là. Le minimum, c'est de demander un scanner cérébral. Voilà, si on n'a pas l'accès à l'IRM, on demande un scanner cérébral pour justement essayer de faire la différence entre les deux. Maintenant, l'IRM cérébral fait
dans les minutes qui suivent, peut nous poser le diagnostic immédiatement. Donc là, on verra qu'il y a un hypersignal qui nous oriente vers un AVC ischémique ou un AVC hémorragique si vous avez un hyposignal dans les séquences dédiées pour rechercher le saignement. Le scanner cérébral, comme on a dit, s'il y a une hémorragie, vous allez la voir. C'est une hyperdensité spontanée. Ça veut dire qu'on ne va pas demander un scanner avec injection de produit de contraste. On va demander juste un scanner sans injection. Et on regarde. Il y a une hyperdensité spontanée au niveau du parenchyme. On est devant un AVC hémorragique. Il va falloir justement référer le patient pour la bonne prise en charge sur le plan cardiovasculaire et donc notamment juguler sa tension artérielle. Et à ce moment-là, il faut être vraiment agressif pour diminuer la tension artérielle. Et puis, bien sûr, avec ça, va falloir justement gérer les complications de cet AVC hémorragique parce qu'en fait, à la longue, le patient risque de développer des signes d'hypertension intracrânienne avec l'extension de cet AVC hémorragique. Donc, vous voyez l'imagerie, petit AVC tout petit, c'est peut-être lacunaire. Je vais beaucoup plus penser à quelque chose, des maladies des petites artères, notamment l'hypertension artérielle, etc. Alors, une grosse lésion, AVC ischémique, je vais peut-être penser à l'athérosclérose. Peut-être que le patient il est dyslipidémique, il a une sténose carotidienne qui envoie des emboles. Si vous trouvez que le patient il a plusieurs AVC de manière bilatérale, eh bien, je vais peut-être penser au cardio-embolique. Ça veut dire quoi? C'est des troubles du rythme cardiaque où vous avez en fait un rétrécissement mitral qui envoie des emboles à chaque fois, ou une sténose carotidienne qui est vraiment instable, donc une plaque qui est hétérogène, qui est instable, qui va envoyer des emboles à chaque fois. Tout ça, en fait, ça va donner des AVC cardio-emboliques. Et quand vous voyez que les petits AVC, vous les retrouvez de manière bilatérale, c'est très, très suggestif par rapport à cette étiologie. Donc, si vous regardez l'image qui est ici, ça vous évoque quoi? Vous avez des AVC ischémiques, alors c'est une IRM cérébrale en séquence diffusion. Et vous voyez ici que, en fait, la distribution de l'hypersignal, vous voyez, en fait, c'est vraiment un peu linéaire. On va dire que en fait, ça va se localiser vers des régions qui sont assez sensibles au bas débit. Donc, c'est la jonction entre le territoire de la cérébrale antérieure et la cérébrale moyenne, et la jonction entre la cérébrale moyenne et la cérébrale postérieure. Donc, les zones justement de jonction vont être vulnérables à tout bas débit. Donc, à chaque fois, on aurait un bas débit, un arrêt cardiaque, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque en décompensation, une sténose carotidienne qui va faire que en fait, le débit sanguin cérébral n'arrivera pas au niveau du cerveau. On aura une baisse du débit sanguin cérébral et c'est ces zones-là qui vont être atteintes. Donc si vous regardez sur l'IRM et vous voyez cet aspect-là, et j'ai fait exprès de vous le montrer, je vais dire que c'est un AVC jonctionnel. C'est vraiment les jonctions entre les deux territoires. Et à ce moment-là, bas débit. Première chose, je fais en fait un échodoppler des trans supraortiques pour éliminer une sténose carotidienne et bien sûr une échographie transthoracique pour voir est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque, est-ce que le patient il a un contexte particulier de choc cardiogénique, de choc septique, etc. Très bien. Donc là, en fait, on est vraiment passé ici où il y a la cause cardio-embolique, la cause cryptogénique et la cause, en fait, quand vous avez de l'athérosclérose, et donc c'est l'atteinte des artères de gros calibre. Et puis, vous avez la fin, c'est que vous n'avez absolument pas une explication à l'AVC ischémique. Et ça, on peut l'avoir dans 50% des cas, même chez le sujet jeune. C'est-à-dire le sujet jeune, des fois, on fait tout le bilan et on ne tombe sur aucune étiologie. À ce moment-là, il va falloir faire des haltéro-ECG répétés, justement pour pouvoir tomber sur des troubles du rythme cardiaque ou bien sûr un bilan immunologique dans le cadre d'une vascularite, parce que c'est parmi les causes les plus fréquentes de l'AVC chez le sujet jeune. Donc l'anatomie, je ne vous apprends rien, je crois que vous la connaissez très très bien, pas la peine peut-être de se tarder par rapport à ça, de tarder. Donc là, en fait, je vous montre les différents territoires. Alors tout ce qui est en jaune, je vais essayer de naviguer, voilà. Tout ce qui est jaune, c'est l'artère cérébrale antérieure. Tout ce qui est rose, en fait, c'est l'artère cérébrale moyenne superficielle. Ici, en fait, c'est les branches profondes de l'artère cérébrale moyenne. La verte, c'est l'artère cérébrale postérieure. Et en fait, tout ce qui est vert un peu foncé, c'est les branches profondes de l'artère cérébrale postérieure. Et si vous vous rappelez de l'image qu'on a vue tout à l'heure, en fait, les AVC jonctionnels vont vraiment être localisés ici. C'est vraiment entre, en fait, les deux territoires, c'est des zones de vulnérabilité. Effectivement. Donc, une fois que vous voyez ce type d'AVC, cherchez s'il vous plaît la carotide, peut-être il y a un problème par rapport à ça.
Très bien. Donc, les principaux mécanismes, je ne vous apprends rien. C'est soit en fait une occlusion d'une artère à une artère, ou en fait c'est un bas débit de manière hémodynamique, donc sténose carotidienne, une hypotension artérielle sévère, etc., qui va entraîner une baisse du débit sanguin cérébral dans la région vascularisée par l'artère qui est touchée. Donc à ce moment-là, on va avoir en fait le corps de l'ischémie, c'est-à-dire la zone qui est vraiment irrécupérable, et la pénombre où on va justement pouvoir récupérer quelque chose. Donc c'est ce qui est en orange. C'est des zones qui est de souffrance, et si on n'intervient pas rapidement, on risque d'avoir justement une transformation en nécrose tissulaire, et du coup le patient il va justement se réveiller avec des séquelles assez importantes. C'est la raison pour laquelle on a innové par rapport à la prise en charge, on a sensibilisé nos patients et on a essayé de faire des affiches. Donc là, en fait, à votre droite, vous avez l'affiche qui est utilisée en France, donc vite, il va falloir faire vite. Quand vous avez un visage paralysé, quand vous avez une inertie d'un membre, des troubles de la parole, il faut en urgence appeler le 15. Alors, on a fait notre propre vite. Et bien sûr, en arabe dialectal, il n'y a pas mieux que ataq, parce que c'est le truc le plus urgent qu'on va pouvoir faire. Donc, ataq, ça veut dire wajlek fmak. Alors ça c'est en fait تقال عليك النص ديالك ولا الرجلين ديالك القاف en fait مشى لك الشوف او الهضره قلات لك الشوف ولا الهضره donc عتق سير للمستعجلات parce que il se peut que ce soit vraiment un accident vasculaire cérébral. C'est important de sensibiliser les gens parce que malheureusement ils s'attendent à ce qu'il aille mieux spontanément. On a eu en fait j'ai eu il y a peut-être 2 semaines un patient qui s'est présenté pour des lourdeurs de l'hémicorps gauche qui se répétaient. Et ça a duré moins d'une heure, ça a récupéré. Pour vous, qu'est-ce que ça pourrait éventuellement évoquer? Exactement. Donc, c'est un accident ischémique transitoire qui est passé inaperçu. Alors, il s'est présenté aux urgences, tenez-vous bien, au bout du 4e épisode. Donc, il fallait qu'il attende le 4e pour qu'il puisse se présenter. Alors que l'accident ischémique transitoire, même si nous, on se dit, ouais, ça va, il va bien, il n'y a pas de problème, il a récupéré, on n'a pas. Mais non, en fait, le risque de récidive est très important. Donc, il va falloir intervenir le plus rapidement possible. On va en discuter tout à l'heure en long et en large. Donc, notre patient, il arrive, dites-moi. Avant, il disait c'est pas la peine de faire la TDM, donc là c'est transitoire et en fonction du territoire, on va savoir, c'est-à-dire le déficit qu'on avait et la récupérer, donc on pourrait ne pas vraiment avoir recours à la TDM. Est-ce que c'est toujours en Alors, vigueur? excellente question. Je vous dis les nouveautés. Parce qu'avant, même déjà, la définition de l'accident ischémique transitoire, c'était quoi? C'était un déficit moteur de moins de 24 heures. Alors, actuellement, ils ont revu les choses. L'accident ischémique transitoire est un déficit neurologique d'installation brutale qui correspond justement à un territoire vasculaire précis et qui va durer moins d'une heure. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont amusés à faire des IRM par contre, parce que malheureusement, le scanner, c'est sûr que même dans l'AVC constituant, on risque de l'avoir normal. Donc, on va faire beaucoup plus des IRM cérébrales. Alors, à niveau de l'IRM cérébral, ils se sont retrouvés avec des patients qui ont récupéré de manière assez parfaite, et quand même, on tombe sur des petits AVC qui sont au niveau cérébral. Et là, ils ont dit, écoutez, en fait, quand on a un accident ischémique transitoire, on va rajouter dans la définition une imagerie cérébrale qui est normale, plus particulièrement l'IRM cérébral. Donc, accident ischémique transitoire, déficit moteur de moins d'une heure, qui correspond vraiment à un territoire vasculaire, c'est un AIT si l'IRM cérébral est normal. Maintenant, si on retrouve une lésion au niveau de l'IRM cérébral, on n'est plus devant un AIT, mais beaucoup plus vers un AVC ischémique mineur. La conduite à tenir va pas vraiment beaucoup changer parce que finalement, ils ont mis la même prise en charge. Et là, on va en discuter, je ne vais pas brûler les étapes. Mais voilà, donc maintenant, on commence à faire des IRM cérébrales, même si le patient a récupéré. Parce que des fois, justement, il se peut que ce soit un AVC mineur et que le patient, il a vraiment un AVC qui est là constitué au niveau cérébral et qu'on passe à côté par rapport à la prise en charge. Donc, quand vous avez une forte présomption clinique, vous demandez une IRM cérébrale, vous ne perdez rien. Alors, les 3 séquences importantes au niveau de l'IRM cérébral, c'est la séquence diffusion qui va vous permettre de voir en fait l'AVC ischémique, est-ce qu'il est là ou pas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est vraiment ça, voilà, finalement, je l'ai. C'est la séquence diffusion, vous avez un hypersignal. Et généralement, vous avez une séquence qu'on ne nous imprime pas, donc il va falloir vraiment regarder, c'est l'ADC, c'est le débit sanguin cérébral.
Et ce débit sanguin cérébral, il va être comment au niveau de la région ischémique? Il va être bas. Il va être bas et donc il va se manifester avec un hyposignal. Donc il va être noir. Donc diffusion hyper. L'hyposignal, en fait, voilà, là c'est le flair, en fait. Ça c'est le flair dans le sens où, pourquoi on le fait le flair? C'est pour la datation. Alors, supposons que vous avez un AVC ischémique, comme en fait dans le cas qui est ici. Vous avez un hypersignal ici. Dans quel territoire? C'est la cérébrale moyenne. Et là, vous n'avez pas de corollaire au niveau du flair. Donc, le flair, on dit que le flair est négatif. Quand le flair est négatif, ça veut dire que mon AVC ischémique, ou mon passant, il s'est présenté avant les 4h30. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'est pas en dépassement de délai. Et pourquoi on insiste par rapport aux 4h30? C'est juste par rapport à la prise en charge thérapeutique qui est la thrombolyse. Donc ma thrombolyse, je vais la proposer quand le patient il a un flair négatif. Au début, on calculait. Mais combien de patients on les a laissés partir entre nos mains avec des flairs qui sont négatifs? C'est à ce moment-là, on s'est dit, flair négatif, même s'il a fait plus de... Bon, ça dépend en fait de la véracité de ses dires, parce que des fois, c'est des AVC du réveil, il ne sait pas quand est-ce qu'il a fait son déficit moteur. Donc, un patient qui vient avec un déficit moteur, je fais son IRM cérébral. Ça me permettra de les catégoriser en accident ischémique transitoire si le déficit a déjà récupéré, en AVC ischémique thrombolysable ou pas, en fonction bien sûr du délai. Donc je regarde mon flair. Le flair, l'hypersignal qu'on regarde au niveau de la diffusion n'existe pas au niveau du flair. Donc mon patient, il est dans les délais, il est moins de 4h30. Et là, je peux, bien sûr, si l'AVC n'est pas trop étendu, lui proposer une thrombolyse intraveineuse. Maintenant, il y a une troisième séquence. En fait, c'est une reconstruction des artères du polygone de Willis. Donc, qu'est-ce qu'elle va me permettre? Elle va me permettre de voir est-ce qu'il y a un thrombus proximal. Exact. Donc là, en fait, vous avez l'artère cérébrale moyenne qui est complètement, voilà, en fait, elle ne fait pas passer en fait voilà. Donc, et là, on a un thrombus probablement qui est proximal. Quand vous avez des thrombus qui sont proximaux, ça veut dire que je peux intervenir pour ce patient-là. Qu'est-ce que je vais proposer? La thrombectomie. Carrément. La thrombectomie. Je vais aller cathétériser mon patient, je vais aspirer le thrombus parce qu'il est proche de la carotide. Donc je suis tranquille. Quand en fait le thrombus il est loin, quand il est en fait vraiment distal par rapport à l'artère cérébrale moyenne, je ne vais pas pouvoir toucher parce qu'il y a un grand risque hémorragique. Je vais cathétériser, je vais éclater une artère. Donc je ne vais pas toucher. Donc la thrombectomie, en fait, elle est meilleure par rapport à la thrombolyse dans le sens où on a un délai qui est beaucoup plus prolongé. Au début, on se disait, on va thrombectomiser que les moins de 6 heures. Donc, on calculait. Maintenant, on a prolongé justement cette fenêtre jusqu'à 24 heures. Donc, on peut thrombectomiser nos patients jusqu'à 24 heures sans aucun problème. Maintenant, supposons que vous avez le cas suivant. Vous avez quelqu'un qui s'est présenté avant les 4h30 avec un thrombus proximal. Qu'est-ce que vous allez proposer? Thrombolyse ou thrombectomie? Ou les deux? Les deux. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est pour faciliter justement aux radiologues interventionnels, puisque la thrombectomie est faite par des radiologues interventionnels, on va lui faciliter, en fait, comment il va attraper le thrombus et il va l'aspirer. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi en tant que neurologue? Je regarde si l'AVC n'est pas trop étendu, s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, une chirurgie dans les 3 mois, en fait, une thrombopénie, une prise d'anticoagulants avant. Je peux me permettre de faire une thrombolyse à moitié dose avant pour faciliter et puis passer à la thrombectomie par la suite. Donc ça va faciliter la tâche aux radiologues interventionnels et on aurait beaucoup plus de bons résultats à la fin. Maintenant, un patient qui vient au-delà des 4h30 avec un thrombus proximal, je vais proposer que la thrombectomie. La thrombectomie, puisque le thrombus est le proximal. On est au-delà du délai de la thrombolyse. Maintenant, si le thrombus en fait, il n'est pas du tout proximal et que le patient, il est en dehors des délais. Qu'est-ce que vous allez proposer? Non, il est en dehors du délai. En dehors du délai, c'est foutu. C'est pas très... Thrombolyse, on ne peut pas la faire. Thrombectomie, il n'y a pas d'indication. Mais quand même, vous êtes...
Justement, c'est l'objectif de notre présentation, c'est la prévention secondaire. Donc, vous allez intervenir, vous allez mettre quoi? Des anti-agrégants plaquettaires ou en fonction, en fait. Et là, j'introduis ce que j'allais. Le problème, là, on est là. C'est juste pour l'orientation du patient. Parce qu'avant, là, il perd le temps rien qu'entre nous, avec le grand hôpital, et pour aller jusque le neurologue. Parce qu'avant, l'orientation qui était défaillante. Parce qu'on orientait vers plus cardio. Exactement, exactement. C'est mal au neurologue. C'est maintenant, ces derniers temps, c'est-à-dire ces dernières années, là, on a commencé à être sensibilisé sur le temps. Exact. 4 heures, Exact. faire la thrombectomie, thrombolyse et tout ça. Donc, c'est très, très important, surtout l'orientation. Et c'est pourquoi je réponds toujours présente par rapport à ces réunions avec vous, les médecins de famille, parce que comme j'arrête pas de répéter, vous êtes la première ligne de médecins en fait qui prend. Et puis en plus, même pas ça, en fait, tous les Marocains, on va dire tout le monde, vous fait confiance à vous. Si vous n'orientez pas le patient à telle ou telle spécialité, ils vont pas y aller. Ils nous font pas confiance, nos spécialistes. Il veut juste faire de l'argent, etc. Alors, attendez, et des fois, combien de fois, en fait, j'accueille un patient, on est dans l'urgence, on doit thromboliser. واسمحي لي يا طبيب انا خصني نعيط للطبيب ديال العائله هو اللي يقرر وتقدري تهضري معاه تفسري ليه. Et heureusement, et franchement, on l'a remarqué, il y a une transformation dans les conduites à tenir. Et vous êtes en train de nous aider, et là, je vous remercie pleinement. Je vous remercierai jamais assez par rapport à l'effort que vous faites. Et je vous dis, vous êtes une pierre angulaire très importante par rapport à la prise en charge de nos patients. Pas forcément neurologique, mais toutes les... Parce que là, en fait, comme je vous ai dit, vous êtes la personne en fait, à laquelle les gens font énormément confiance. Donc, si vous dites quelque chose, ça veut dire que c'est vrai. Rien que le téléphone. Le téléphone, non, vous allez directement là, vous allez... Et là, on oriente direct. Exact. Vous gagnez du temps. Maintenant, par exemple, si vous êtes dans une région où il n'y a pas de spécialiste, où il n'y a pas de thrombolyse, il y a pas on n'a pas de, en fait, de moyens pour diagnostiquer, de moyens, là, on compte sur vous pour nous aider. Maintenant, c'est pourquoi j'insiste par rapport au délai. Si vous pouvez envoyer votre patient dans les délais, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, à Tmara, parce que moi je suis de Rabat, même si je fonctionne à Casa. Tmara, vous voulez l'envoyer à Rabat, par exemple, pour la thrombolyse, c'est faisable. Mais si vous êtes à, je dis n'importe quoi, voilà, Roumanie qui est vraiment loin, pour pouvoir l'envoyer, il va déjà perdre son temps entre-temps. Donc là, vraiment, le patient. Et malheureusement, c'est en fait ce qu'on est en train de discuter avec les régions responsables pour qu'il y ait des centres de thrombolyse avec en fait même des moyens de transport assez efficaces pour pouvoir justement sauver ces patients. Parce qu'on peut le faire. En fait, on a thrombolisé assez de patients au niveau de Cheikh Khalifa et on sait très bien que les patients récupèrent. En toute franchise. On a eu des patients qui ont des déficits moteurs à 0/5, c'est-à-dire ils ne bougeaient absolument pas. Ils peuvent sortir au bout de 5-6 jours d'hospitalisation, quand même, ils arrivent à bouger, ils arrivent à marcher. Et ça épargne en fait les dents par rapport à toutes les problématiques, les logistiques qui devraient justement adapter pour ces patients-là. Donc là, en fait, votre rôle, il est important. Même si vous faites de l'orientation, vous ne faites pas que de l'orientation. Moi, je crois que vous posez le diagnostic déjà, et c'est extraordinaire, et puis vous envoyez le patient, et parce que vous avez un projet thérapeutique. Pour moi, c'est une bonne prise en charge. C'est pas parce que des fois, en fait, la personne en entendant ça, je vais juste faire du triage, je vais faire du... Non. Vous êtes en train de poser le diagnostic, d'orienter, d'avoir un projet thérapeutique et vous aider ces patients. Vous allez les sauver. C'est à votre niveau où ça se passe, pas à notre niveau. À notre niveau, ça se passe quand le patient, il a un voisin qui a fait un AVC, il a visité, il sait que voilà, je vais l'emmener aux urgences, il y a une prise en charge derrière. Mais malheureusement, la majorité des patients, ça fait ça fait et c'est compliqué exactement de leur changer d'avis, c'est extraordinaire. Maintenant, on a des patients qui viennent nous dire vous voyez, donc moi ça me fait plaisir, je ne suis pas très taquinée par ce qu'ils disent parce que je sais que maintenant les patients ils sont sensibilisés. Alors pourquoi la sensibilisation n'est pas vraiment colossale? Parce qu'on n'a pas les structures pour les prendre en charge, malheureusement. Même le nombre de neurologues il est très exactement. Il y a en fait l'offre qui est un peu moindre par rapport à une demande qui devrait être importante. Je vous assure que moi, quand j'étais résidente en neurologie, vers les 2008-2009, on avait pratiquement 10 patients, 10 AVC ischémiques par jour.
Et ce qu'on hospitalisait, on va dire deux patients, 3 patients maximum, parce que la structure ne pouvait pas. Et qu'est-ce qu'on hospitalisait? On hospitalisait uniquement les patients qui sont vraiment, en fait, avec des troubles de la conscience, déficit moteur très important. Quand le cardiologue nous dit, bah, écoutez, il a une insuffisance cardiaque, il doit être hospitalisé. Donc, vous voyez, donc, le nombre d'AVC est devenu très important. Et vous devez être engagé. Et parmi en fait la vision qu'on est en train de voir, c'est d'impliquer les médecins généralistes avec nous dans cette prise en charge. Et ça va être vraiment une prise en charge transversale, avec en fait, Inch'Allah, avec toutes les. On est en train de revoir tout ça. Donc je. Le problème sera résolu lorsqu'il y aura une structure, une gériatrie. Exactement. Pour s'occuper de décédants comme nous le deviendrons un jour. Et là, on peut s'occuper des urgences. Exact. Vous avez dit qu'il y a des jeunes. Oui, 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 oui. Laissez ces jeunes à cet hôpital et aux urgences, mais il n'y a pas de structure pour les âgés. Vous savez, exactement. Oui, oui, oui. Non, vous avez tout à fait. Alors, ce que je peux, peut-être que le professeur Nafia aura aussi un petit moment pour intervenir, mais je vous dis, en fait, donc 80% de nos patients sont des patients âgés. Et la prise en charge, elle est très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, la prescription médicale, elle est difficile parce que c'est un patient qui est multitaré, pour lequel, en fait, on n'arrive pas justement à voir comment on va pouvoir le gérer réellement sur le plan pratique, avec tous les effets secondaires qui peuvent nous développer des atteintes hépatiques, une insuffisance rénale, juste par rapport au traitement. Et on a besoin de gériatres. Malheureusement, la spécialité, elle n'est pas vraiment développée chez nous. Bon, ça se fait à l'étranger. C'est des DE, et là, en fait, on vient d'intervenir dans un DE récemment, le samedi dernier, je suppose, où j'avais parlé un peu justement de l'AVC ischémique, mais la spécificité chez le sujet âgé. Et là, je retrouve des médecins généralistes à la pointe de l'information. Ils sont très bien engagés. Pourquoi ne pas s'investir dans ces personnes-là? Pourquoi ne pas créer, justement, comme vous avez dit, des institutions où on va dédier au sujet âgé? Parce qu'un sujet jeune, la prise en charge, elle va différer, c'est clair. Il y aura d'autres intervenants chez le sujet âgé, etc. Donc, je ne sais pas si le professeur Nafia veut dire un petit mot, peut-être. Alors, c'est un professeur d'urgentologie et de médecine de catastrophe à l'hôpital Cheikh Khalifa, Université Mohamed VI. La nouveauté, c'est qu'on est en train de créer un service au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa, un service de gériatrie, avec une capacité à peu près 18 à 20 lits. Au moins, c'est mieux que rien. Hein. Donc, juste, il faut qu'un commencement. Et on a lancé un DU dit à la gériatrie. On a déjà commencé l'année dernière. Et à la première promotion, elle a chargé cette année. Faut qu'on travaille ensemble parce qu'on a beaucoup de gens. On a un vieillissement de la population. Ça commence à devenir très fréquent. Donc, le service est créé. Service de neurologie, service d'unité soins intensifs polyvalente au service de gériatrie. On vous dira. Alors, je dois être rapide là tout de suite. Donc, je veux juste que vous... En fait, on va mémoriser ces images-là, juste pour être assez efficace par rapport à la prise en charge thérapeutique. Maintenant, on est toujours dans l'AVC, c'est bon, installé, prévention secondaire. Donc, la classification de TOST va nous dire quel type d'AVC il s'agit et on peut le prévoir déjà au niveau de l'imagerie. Donc, comme j'ai dit, quand vous avez... J'ai pas la souris. C'est parti. Bon. Alors, quand vous avez un AVC ischémique qui est étendu, vous voyez, c'est l'hypodensité toute ici. Donc, on a dit que c'est probablement de l'athérosclérose, donc une dyslipidémie, etc. Deuxième image, quand vous avez des AVC un peu éparpillés partout, c'est cardio-embolique. Donc, je vais faire mon haltéro-ECG, je vais faire mon échographie transthoracique, éventuellement une échographie transœsophagienne si vraiment je suspecte un thrombus en intracardiaque. Et vous avez en fait des petites lacunes, si vous vous rappelez, dont on a parlé tout à l'heure, c'est une maladie des petites artères. Donc, tout ce qui est hypertension artérielle, etc., Takayuju, c'est les gros vaisseaux. C'est les gros vaisseaux. Et là, en fait, vous avez ce qu'on appelle en fait, les occlusions carotidiennes. Oui. En fait, toute vascularite va vous donner justement en fait, un AVC ischémique. Donc, vous avez une athérosclérose. Vous, en tant que médecin généraliste, vous recevez un patient qui refuse catégoriquement d'aller voir le neurologue. Vous devez traiter, c'est pourquoi on est là. On partage le savoir avec vous pour que vous puissiez justement en profiter. Il ne veut pas voir le neurologue. Ben, soit vous rentrez, moi je suis toute en fait ouverte par rapport à toute interrogation, information si vous en avez.
et on peut gérer les patients ensemble parce que des fois, on se retrouve avec énormément de patients et on n'arrive pas vraiment à les voir tous. Donc, il y a toujours un problème en fait de prise en charge. Moi, je n'ai pas de problème. Si un patient est évident, si le diagnostic est déjà posé, si le traitement est déjà instauré, vous pouvez le gérer avec nous et si jamais il y a le moindre problème, vous nous l'envoyez. Ben, c'est comme ça que ça se passe en France. Aucun problème. Donc là, en fait, athérosclérose, qu'est-ce que vous allez mettre comme traitement à votre niveau? Comment vous imaginez en fait l'ordonnance de ce patient-là? Bon, 70 ans, on va dire. Comme ça, je ne mets pas les... Alors, est-ce que vous allez les mettre ou pas? Est-ce que vous allez les mettre ou pas? Je devrais les mettre. Des anti-agrégants plaquettaires, qu'est-ce que vous allez choisir comme molécule? Il y en a plusieurs, les anti... Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Cardioaspirine, ascargil, cardégique, si vous voulez. C'est tout? Alors, en fait, le dosage, c'est entre 75 mg jusqu'à 160 mg. D'accord? Donc, vous choisissez la dose qui vous arrange, il n'y a pas de souci, et en fonction de la tolérance du patient. Supposons que votre patient il est allergique à l'aspirine. Qu'est-ce que vous allez faire? Clopidogrel à 75 mg. Donc, on devrait démarrer. Et puis, il y a le ticagrelor, il y a les nouvelles molécules, etc., mais qu'on n'utilise pas vraiment en pratique courante. Donc, anti-agrégation plaquettaire si vous avez de l'athérosclérose. C'est tout? Et statine. Alors, statine, quelle serait votre prise en charge ou votre cible thérapeutique par rapport au cholestérol? Est-ce que vous allez cibler un cholestérol total diminué? C'est le LDL. Donc, le LDL, c'est 0,7. Le 0,55, effectivement, ça a apparu dans certaines recommandations, mais les recommandations de l'American Heart Association et en fait l'American Neurology Association, la même chose, ils ont dit en cible 0,7. Pour les patients à haut risque, on peut aller jusqu'à inférieur à 0,55 g par litre. Donc, des fois, j'ai des externes avec nous, des faisant fonction d'internes, ils me disent, madame, écoutez, bon, le cholestérol il est normal, pourquoi vous voulez vous acharner? Même avec un cholestérol total normal, si vous avez un LDL qui est supérieur à 1 g par litre, il va falloir traiter votre patient par statine. La molécule que vous préférez, c'est laquelle? La torvastatine ou la rosuvastatine? Exact. Tout à fait. Donc, la première molécule, comme a dit madame, en fait, c'est la torvastatine. La deuxième, c'est la rosuvastatine. Alors, la torvastatine, on peut aller jusqu'à 80 mg. Sauf si le sujet il est vraiment âgé à ce moment-là, il faut commencer par des petites doses. Pourquoi? Parce que chez le sujet âgé, il y a la toxicité hépatique, il y a la toxicité musculaire, exactement, qui peut justement entraver la prise en charge. Tout à fait. Très bien. Alors, atorvastatine, on peut aller jusqu'à 80 mg et pour la rosuvastatine, le maximum, c'est 40 mg, effectivement. Très bien. Alors, avec l'anti-agrégant plaquettaire, vous avez peur, justement, vous avez dit tout à l'heure par rapport à la tolérance digestive, je vais mettre un IPP, c'est ça, de l'oméprazole, etc. Alors, je veux juste attirer votre attention par rapport au clopidogrel. Je vais peut-être sauter les diapositives pour y aller directement. Donc, on a dit, il y a l'aspirine, les antagonistes des récepteurs de l'adénosine diphosphate. Et puis, bon, je vais passer sur ça. Alors, l'IPP avec le clopidogrel, il faut faire attention. Pas d'oméprazole, parce que ça diminue l'efficacité du traitement. Et vous savez, quand vous mettez en fait le clopidogrel à une dose de 75 mg les premiers jours, ça ne va pas vraiment donner un bon effet. C'est pourquoi des fois, et ça c'est vraiment le spécialiste, en fonction de l'étendue de l'AVC, en fonction de, voilà, on quadruple la dose. On donne une dose de charge de 4 comprimés par jour. Mais voilà, dans les 24-48 heures de l'AVC ischémique, mais tout en évaluant le risque hémorragique, parce que des fois, quand l'AVC ischémique il est trop étendu, quand l'âge du sujet il est trop avancé, à ce moment-là, il va falloir faire attention par rapport à ce traitement-là. Maintenant, est-ce que vous avez jamais entendu parler de la double antiagrégation plaquettaire? La double antiagrégation plaquettaire. C'est l'association de l'aspirine et du clopidogrel. Et là, exact, mais d'hémorragie. En fait, l'hémorragie, c'est au premier plan. Et donc, en fait, la double antiagrégation plaquettaire, elle est vraiment utilisée
au cas par cas, vraiment dans des cas qui sont très particuliers, quand vous avez un accident ischémique transitoire ou quand l'AVC ischémique, il est mineur, très mineur, vous avez un score NIH, dont on n'a pas parlé, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Le score NIH, en fait, c'est un score clinique. C'est un résumé de l'examen neurologique sous forme de score qu'on va calculer. Quand ce score-là, il est inférieur ou égal à 3, ça veut dire que l'AVC, il est vraiment très minime, qu'il n'y a pas de grandes séquelles et que l'AVC, il est tout petit, on peut se permettre une double antiagrégation plaquettaire. Alors, la littérature, elle disait avant, vous mettez vos patients sous 3 mois de traitement. Voilà, là, en fait, l'AVC inférieur à 3, comme on a dit, un accident ischémique transitoire, et on disait qu'il va falloir mettre le traitement pendant 3 mois. Mais ils se sont rendus compte, dans les études, que en fait, ces patients-là qui sont mis sous double antiagrégation plaquettaire saignent beaucoup, en digestif, des fois en cérébral, à la moindre chute, etc. Et donc, à ce moment-là, ils se sont revus, et ils ont décidé de le mettre pendant 3 semaines. Donc, on met la double antiagrégation plaquettaire pendant 21 jours. Et puis, on passe à la monothérapie, c'est-à-dire on reprend soit l'aspirine, si le patient, voilà, ou le clopidogrel en fonction. D'accord? Donc, l'athérosclérose, vous allez mettre un antiagrégant plaquettaire, vous allez mettre une statine, vous allez juguler quand même l'hypertension artérielle. Oui ou non? Alors, la tension artérielle, qu'est-ce que vous choisissez comme molécule? L'IEC, ou en fait, vous savez que... Même la RA2. Exactement. Exactement. Donc, les IEC, la RADO ou les diurétiques thiazidiques. Bon, c'est les premières. Bon, là, je vous ai mis la nouvelle classification par rapport à la définition de l'hypertension artérielle. Vous savez mieux que moi ça, avec en fait, bien sûr, le régime alimentaire, en fait, la réduction de sel, la réduction de la sédentarité, etc. Donc, l'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes excellent. Alors, voilà, en fait, effectivement, pendant la phase aiguë de l'AVC ischémique, les premiers jours, les 3 à 4 jours, il ne faut pas baisser la tension artérielle. Pourquoi? Pour la simple raison que si vous baissez la pression artérielle, la perfusion cérébrale va diminuer. C'est comme l'histoire de l'étage. Si vous êtes logé vraiment au dernier étage, vous n'allez pas avoir beaucoup d'eau. Ben, c'est ça, en fait, ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, je ne vais pas, en fait, baisser ma tension artérielle qu'à partir du 4e, 5e jour. C'est à ce moment-là où je vais cibler une tension à 14,9, mais je vais être beaucoup plus agressif pour les patients qui ont une insuffisance rénale. Il va falloir être vraiment beaucoup plus agressif et baisser jusqu'à 13,8. C'est bon? Sevrage tabagique, réduction pondérale si obésité, activité physique régulière. Si dyslipidémie, on en a parlé. Meilleure molécule, on a dit, pardon, excusez-moi. Donc la torvastatine et la rosuvastatine pour les AVC qui sont d'origine non cardio-embolique. Voilà. Ils disent pour les statines, il faut juste, si on arrive à diminuer 30% de la valeur qu'il avait, on ne va pas espérer plus. Oui, mais bon, en fait... Les recommandations, ils sont assez rigoureux. Et là, je vous remets les 0,55 grammes par litre pour les patients qui sont à très haut risque. Je vais bientôt finir. Donc, la nutrition, réduire, limiter le sel, régime méditerranéen, notre régime qu'on ne suit pas, une bonne activité physique, arrêt du tabac. Donc, le diabète, il faut cibler une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Et si l'AVC il est plus de 6 mois, quand il est inférieur à 6 mois, il faut avoir une hémoglobine glyquée à moins de 8%. Il ne faut pas trop diminuer encore l'hémoglobine glyquée. Arrêtez de l'alcoolisme. Et s'il vous plaît, un petit mot pour le syndrome d'apnée de sommeil. Quand vous avez un patient gros comme ça, qui ronfle, qui pendant en fait à la salle d'attente, il somnole, suspectez un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Bon, ça, on en a parlé. Je passe rapidement au take-home message. Bon, je voulais parler des... Alors, où est-ce que vous allez intervenir, vous? Vous allez intervenir bien en amont. Vous êtes là-bas. Vous allez sauver des vies. Vous allez pouvoir arrêter le processus et arrêter ces AVC ischémiques. Donc, une bonne hygiène de vie. Donc, en fait, traiter l'hypertension artérielle, traiter l'hypercholestérolémie et bien sûr, bien équilibrer le diabète pour justement éviter tout ce qui vient après. En fait, l'AVC ischémique qui nécessitera une antiagrégation plaquettaire et justement qui va en fait pousser le patient à avoir des complications, des fois même mortelles. Il y a des patients, des sujets âgés qu'on met sous aspirine à petite dose qui, une fois en fait, jouent avec leur petit-fils, ils leur donnent une tape, il fait un hématome sous-dural. Donc, il va falloir justement faire attention par rapport à ces patients-là.
Donc, je passe sur ça et je crois que c'est tout. Bon. Et je vous remercie. Ça, c'est mon équipe de Rabat. De Casa, pardon. C'est à l'hôpital Cheikh Khalifa. Il n'y a que des femmes. Non, non, je suis là. Alors, l'homme, c'est le professeur Ouahabi, c'est le chef de service. Que des femmes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions? Une ou deux questions, Merci s'il vous beaucoup. plaît, parce qu'on est en retard. Je vous mets mon mail. Je vous le donne. Merci infiniment. Nous Merci remercions beaucoup. professeur Asfara Jihan en votre nom. Et